Bien, mais je comprends que je suis chargé de lancer la discussion sur la gouvernance. On en a déjà eu un petit aperçu avec ce qui a été dit sur les règles qu'applique Capgemini et son président. Moi, peut-être pour lancer le débat, j'ajouterais que cette année, il y a eu un premier débat très intéressant, à savoir qui du conseil d'administration ou de l'Assemblée doit fixer la rémunération des dirigeants ou du dirigeant. Et ce sujet a été évidemment exacerbé par le fait qu'il y a une Assemblée générale que vous connaissez tous qui a refusé les propositions du Conseil, qui a quand même, si je puis dire, passé outre à la décision. Et donc, l'une des questions que je voudrais poser à notre lauréat pour commencer, et à l'ensemble de ceux qui sont là, c'est qui de l'Assemblée ou du Conseil doit avoir le dernier mot? Paul Hermelin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le premier point, c'est la vérité des assemblées générales. Si on la reconnaît, dans un groupe comme Capgemini, qui est ouvert à tous les vents, puisque nous n'avons aucun actionnaire stable, aucun. Je veux dire, c'est qu'il faut aller chercher les règles de gouvernance chez nos plus grands actionnaires, en l'occurrence BlackRock, pour dire les choses pour nous comme pour beaucoup d'autres gens. Donc, il ne faut pas se tromper. Nous allons voir les gens de la gouvernance chez BlackRock pour savoir quelles sont leurs sensibilités. Donc, fixer les rémunérations en Assemblée générale, ça va nous amener à aller consulter les augures de Boston et du New Jersey qui détermineront les rémunérations en France. C'est après tout ce que l'opinion publique française et le Parlement souhaitent. Alors, j'apprécie beaucoup la réponse de Paul Hermelin parce que ce sont des domaines qui sont en apparence faciles. Mais en réalité, si l'on suit la pente, la ligne de plus grande pente, toujours plus de transparence, toujours plus de pouvoir aux assemblées générales, ce qui bien sûr dans le principe est excellent, personne ne le niera, eh bien on va entrer dans un système qui sera en réalité de plus en plus inégalitaire. Je me permets de souligner cela. Je veux dire qu'une entreprise dont le capital est contrôlé pourra avoir une liberté de manœuvre très grande. Et une entreprise dont le capital est très dispersé connaîtra, selon la configuration de son actionnariat, des situations diverses. Et Paul Hermelin a dit avec beaucoup de clarté et de franchise que la relation de confiance avec les grands institutionnels, c'est cela qui déterminera les positions en Assemblée générale. Celui qui aura une structure d'actionnariat plus classique ou plus dispersée pourra être à la merci de quelques interpellations en Assemblée générale et naturellement tous nos grands dirigeants sont par définition des personnalités d'un immense talent, mais se trouver face à des milliers de personnes dans une Assemblée générale, c'est un exercice qu'il n'est pas simple de préparer et un exercice auquel les différentes personnalités ne sont pas également prêtes à répondre. Et donc c'est se mettre en risque, en quelque sorte, vis-à-vis de l'événement d'Assemblée générale. L'Assemblée générale devenant une sorte de forum où la parole est relativement libre ou complètement libre, et il va falloir réagir par rapport à cette parole. C'est plus un exercice pour le forum politique que pour le forum d'entreprise. Donc voilà. Donc Philippe, enfin, on se connaît très bien, Philippe et moi. Ça, c'est la surface des choses. La vérité, c'est que toutes mes résolutions, j'en connais l'issue avant d'entrer en Assemblée générale, par les votes par correspondant des grands investisseurs. L'Assemblée générale, c'est moins de 5%
des votes, moins de 5%. Dans le cas Capgemini, c'est 3%. Donc c'est un folklore médiatique. Et je répète, pour avoir les principes de rémunération fixés, j'irai à Boston et dans le New Jersey. Et c'est bien ça qu'on est en train de voter. Je crois qu'il faut bien rappeler tout de même qu'avant un vote, avant une approbation, il y a un travail qui doit être fait. Et il faut vraiment rappeler, je crois ici, le rôle du conseil d'administration et du comité des rémunérations. Des rémunérations ne se décident pas totalement in abstracto. Je suis d'accord avec vous que l'avis d'un investisseur est important, mais ce n'est pas les investisseurs qui font la rémunération. La rémunération, elle doit se faire selon un certain nombre de principes qui est rappelé dans le code, qui sera rappelé dans le nouveau code, notamment des mesures un peu d'équité, enfin, il y a sur un certain nombre de valeurs d'entreprise et qui correspondent quand même, autant que faire se peut, à la stratégie de l'entreprise et là où doit aller l'entreprise. Donc on a les rémunérations fixes, les rémunérations variables. Je vous rappelle que la plupart des débats sont sur les stock options, les long-term incentive plans, etc., dont les critères correspondent tout de même à des enjeux, à des objectifs à court terme et à long terme. Donc, ce que je voudrais vraiment rappeler ici, c'est le rôle du conseil. C'est-à-dire que quand on dit l'AG va décider oui ou non, d'abord je suis assez d'accord avec vous que les investisseurs ont voté avant, à 95%, on peut rappeler ici le rôle des proxy advisors, qui jouent un rôle essentiel, parce que non seulement vous allez à Boston, mais la plupart des entreprises aujourd'hui vont chez ISS. Donc, et très souvent vont chez ISS pour avoir des préapprobations des résolutions, ce qui explique d'ailleurs que cette année, vous avez vu que le nombre de résolutions rejetées a été plus faible que l'année dernière, et le nombre de résolutions d'ailleurs modifiées, avant ou enlevées, est important. Donc, mais j'insiste vraiment sur le rôle du conseil d'administration. Un conseil d'administration travaille, et un conseil d'administration prépare les résolutions de l'Assemblée générale. Et si les assemblées générales deviennent de plus en plus sérieuses, ce qui est une bonne chose, professionnelle, c'est parce que le Conseil a travaillé sur ces résolutions. Il n'y a rien de plus, je crois, avec le comité d'audit aujourd'hui, de plus difficile qu'un comité de rémunération si les choses se font sérieusement, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais je vous assure que, et ça le deviendra de plus en plus avec le CONP, encore une fois, les comités de rémunération travaillent, ils ont une responsabilité très importante, les conseils en ont une, et c'est la qualité des travaux du Conseil qui sont ou non approuvés en Assemblée générale. Ce qu'on peut peut-être ajouter quand même, c'est qu'il faut bien distinguer le rôle de l'Assemblée et le rôle du Conseil. Et que je ne suis pas certain personnellement qu'une loi soit nécessaire lorsqu'il y a un cas qui se pose sur l'ensemble des assemblées, puisqu'on a eu un cas très particulier dans lequel un actionnaire présent au Conseil avait la minorité au Conseil et a profité de l'Assemblée, si je puis dire, pour faire passer ses idées. Donc c'est un sujet très particulier et faire une loi pour un sujet particulier me paraît pas être toujours la bonne réponse. Et j'ajoute que, par contre, en ce qui me concerne, je trouve tout à fait raisonnable que sur des sujets de cette nature, quand l'Assemblée se prononce, je trouve que le Conseil devrait suivre l'Assemblée. Voilà, c'est les quelques idées que... Mais je vous en prie. Merci. Alors moi, on m'a demandé d'apporter un regard un petit peu décalé par rapport au sujet, et je ne suis pas du tout un spécialiste comme vous l'êtes du sujet des assemblées générales et des conseils d'administration. Ashoka, c'est le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, et notre rôle, c'est d'identifier des hommes et des femmes qui créent des modèles systémiques, disruptifs pour répondre à des problématiques de société, sociale, environnementale, tous les grands sujets, tous les grands enjeux de notre monde. Alors ils sont régulièrement invités dans des assemblées générales, ils ne sont pas consultés sur la question des rémunérations, et je ne pense pas que ce soit particulièrement des modèles. Les enjeux sont complètement différents, et eux-mêmes sur la question de leur rémunération, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a plutôt ils ont plutôt des difficultés à se rémunérer, ce qui cause plein de problèmes par ailleurs, puisque ça les empêche de pouvoir développer leur modèle comme on aimerait qu'ils le fassent. Moi, j'aimerais juste partager une tendance, parce qu'on parlait de la professionnalisation de ces assemblées générales, et cette tendance, nous, on la voit à travers les partenariats depuis plusieurs années qu'on monte avec les entreprises, qui ont beaucoup évolué, qui sont passés de la philanthropie il y a une dizaine d'années à des enjeux de stratégie.
C'était des stratégies sur, d'abord, on parlait des talents tout à l'heure, les ressources humaines. Comment est-ce que ces talents qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ont envie de faire des choses qui ont du sens, comment est-ce qu'on crée ce sens-là? On a beaucoup travaillé avec les directions des ressources humaines sur ce sujet. Et puis, aujourd'hui, ces millennials, cette génération-là sont aussi des consommateurs, et maintenant ce sont les marques qui viennent nous voir en disant tiens, c'est intéressant, on voudrait réfléchir à notre rôle social, comment est-ce qu'on fait? Et puis maintenant, ça deviennent des investisseurs. Alors ce sont des investisseurs individuels, mais ils ont vraiment cette volonté de pouvoir concilier une performance financière dans leurs investissements et également la recherche de sens de manière très forte, ce qui engage les entreprises de plus en plus. Et Caroline en parlait tout à l'heure dans l'introduction, à réfléchir à leur rôle social, non pas comme quelque chose qui est à côté de leur activité, mais comme étant le rôle core business de l'entreprise. Voilà, c'est juste ce que je voulais partager. Effectivement, cette professionnalisation dans les assemblées générales, je pense qu'elle sera des actionnaires, elle mettra en avant ce point-là de manière très forte. Et donc, la rémunération, les sujets de rémunération, les sujets de gouvernance ne sont pas prêts de disparaître des discussions. Non, d'ailleurs, le rôle d'exemplarité des patrons et des gouvernances sont évidemment un sujet majeur. Monsieur le sénateur, peut-être que vous pourriez... Oui, m'appelez toujours sénateur parce qu'effectivement, pendant 23 ans, et j'apprécie, et d'ailleurs avec un peu de nostalgie, je suis heureux qu'on m'appelle toujours sénateur. Bon, ceci dit, pendant 23 ans, j'ai été du côté de la législation. Souvent, j'ai été sollicité, à partir d'événements particuliers, faites une loi. En effet, c'est la pire des choses. Réagir à vif sur des événements économiques, sur des situations particulières, parfois sur des choses qui sont montées artificiellement, c'est certainement la pire des façons de faire de la bonne législation. Maintenant, si l'on me permet d'être à cette table ronde politiquement un peu incorrecte, moi je voudrais rappeler que l'efficacité d'un système de rémunération des dirigeants, c'est l'atteinte de la performance, l'atteinte des objectifs, l'efficacité pour l'entreprise. Or, dans le mouvement que je vois se poursuivre, on aurait un système de rémunération qui deviendrait très dépendant de la configuration de l'Assemblée générale, finalement de la capacité à communiquer du dirigeant de l'entreprise. En tout cas, si l'on devait en arriver à des décisions qui soient contraignantes en Assemblée générale, on risquerait, et je vais bien volontiers dans le sens d'Agnès Touraine, à réduire les responsabilités essentielles du conseil d'administration et je craindrais que l'efficacité de l'entreprise et du groupe n'ait à y perdre, n'est-ce pas? Donc, C&P, délibération consultative, oui, mais un dirigeant qui incarne la légitimité de l'entreprise, eh bien, doit être assez fort pour résister à un avis si le devenir et la stratégie sont en cause. Passer à des décisions de nature contraignante, est-ce que ce n'est pas se rendre prisonnier de configurations particulières, voire de petits règlements de compte, notamment à l'initiative d'acteurs un peu différents des autres, et on voit ce à quoi je veux faire allusion, notamment dans le secteur automobile. Oui, moi je voudrais ajouter quelque chose qui est, évidemment, le Conseil est compétent pour la rémunération du dirigeant mandataire social, et le comité des rémunérations prépare cette décision. Mais je pense qu'il y a une cohérence, si on veut être juste, entre celle du dirigeant mandataire social et celle de ses collaborateurs directs. C'est pour ça que le comité des rémunérations de Capgemini a connaissance et quelque part
je le consulte, sans qu'il ait un avis, mais je le consulte sur la rémunération de tous les membres du comité exécutif, en structure, en niveau et en direction, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Or, il y a dans la dimension médiatique, puisque je vois que Twitter célèbre mon expression de folklore médiatique, ce qui montre qu'on n'est jamais immune du folklore. Twitter exacerbe ce genre de formule. C'est de dire, et moi ce qui m'a frappé, c'est les Français ont peut-être une culture un peu césarienne qui fait que Carlos César est l'homme exemplifié. C'est de dire, est-ce qu'il y a une cohérence entre la rémunération du gestionnaire mandataire social et ses rémunérations? Alors, exemple, est-ce qu'il doit y avoir un rapport quantitatif? Alors, on part en rapport du SMIC, je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le mandataire social. Combien de fois la rémunération moyenne des membres du comité exécutif ou des membres du comité exécutif d'une ancienneté équivalente, en tout cas, ce genre de choses doivent montrer de la cohérence. Et à se focaliser sur une seule personne, on perd la nature d'une entreprise, des talents qui s'y trouvent, de la compétition, et quand on est sur un comité exécutif international, de l'attractivité de ce comité exécutif. Je pense qu'on est vraiment victime d'un effet complètement de grossissement césarien qui me paraît nuisible à l'entreprise. Vous avez absolument raison, et on revient à cette notion de ratio d'équité qui devrait d'abord être dans l'ADN de tous les comités de rémunération. Je crois qu'il n'y a pas un comité de rémunération aujourd'hui, enfin on fait très très attention. Par exemple, les augmentations des salaires fixes doivent absolument être en rapport avec l'augmentation des salaires de l'entreprise. Je crois que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir des différences importantes. Mais cette notion d'équité doit être au cœur, je crois, des travaux du comité de rémunération. Et ça sera difficile, notamment avec, encore une fois, les parties prenantes, d'avoir des différences très importantes. Maintenant, ce qui est très important, et vous le rappeliez, c'est que il y a une autodiscipline des comités de rémunération et des conseils dans ce qu'on appelle la soft law, d'accord, ou que ça soit encore plus précis dans le code, de manière à éviter la loi, qui, on le sait, n'est pas le meilleur moyen pour pouvoir progresser et l'équité. Alors maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des bugs, comme on dit, comme celui que vous avez rappelé, et il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait un problème qu'on ait une loi. Mais l'autodiscipline, le développement du code et le comportement du dirigeant va être essentiel dans les années à venir, notamment les conseils d'administration, vis-à-vis de leurs assemblées générales et des actionnaires, pour que notre autorégulation se développe, soit suffisamment rigoureuse pour que les législateurs n'interviennent pas. Moi, je suis extrêmement inquiète en tant que président de l'IFA aujourd'hui de voir la multiplicité des régulateurs. Je vous rappelle la dernière loi sur les comités d'audit, où depuis mars, on a un régulateur qui va réguler les comités d'audit. Donc quand on aura dessaisi les conseils et mis une multiplicité de régulateurs sur les rémunérations, ça arrivera peut-être un jour, aujourd'hui sur l'audit, un jour sur les nominations comme dans la régulation bancaire, etc., on aura probablement dessaisi le conseil. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Je rappelle qu'un conseil d'administration est là pour travailler. Un actionnaire m'a dit l'autre jour, on devrait voter par exemple sur les acquisitions. Et qui prépare les dossiers? D'accord. Il y a un moment, c'est du travail, on ne vote pas oui ou non sur quelque chose comme ça qui arrive en l'air. C'est de plus en plus de travail, et c'est ce travail que font les conseils vis-à-vis de l'AG. Voilà, je pense qu'on a été assez long sur ce débat très important, et donc je vous rends la parole. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je vous invite maintenant à rejoindre la salle et nous allons passer au prix spécial du jury. Merci beaucoup.